C'est une campagne de désinformation massive et de plus en plus intense. La France accuse la Russie de mener une campagne de déstabilisation du pays à coup d'attaques ou de propagation de fausses informations qui sont parfaitement orchestrées. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement et que se cache-t-il derrière ces accusations? On va essayer d'analyser tout ça. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, aujourd'hui, je serai encore en voix off et donc sans la caméra puisque je suis donc en déplacement. Alors, on va pouvoir se plonger dans ces stratégies de désinformation ou de campagne, mais avant d'en parler, pourquoi est-ce que la Russie, ou alors des groupes affiliés à la Russie, mèneraient de telles campagnes? Eh bien, selon Camille Grand, chercheur associé à l'European Council on Foreign Relations, interrogé par Les Échos, ces campagnes, elles ont pour but principal de diffuser le narratif russe, donc une vision pro-russe sur l'actualité, mais aussi et surtout à amplifier des débats internes aux pays européens pour attiser et alimenter donc certaines divisions. Concrètement, les choses qu'on va voir ici vont avoir pour objectif de pousser des positions pro-russes, anti aussi gouvernement ukrainien parfois, mais ils vont aussi mettre en avant, pousser et agiter plus largement toute contestation du gouvernement français ou des autres gouvernements d'ailleurs européens, ou alors plus largement tout sujet qui divise profondément les Français et qui amène donc en quelque sorte à des débats internes et nationaux. Et au passage, petit avertissement, puisque à chaque fois qu'on traite ce genre de sujet, on a le droit à des commentaires minoritaires, mais tout de même, et puis d'ailleurs des questions qui sont intéressantes, de personnes qui nous disent « Oui, là vous parlez de ce pays, mais pas des méthodes d'autres pays comme de la France, des États-Unis, etc. etc. » Alors évidemment, la Russie n'est pas le seul pays à utiliser de telles méthodes, on en a déjà parlé pour d'autres pays sur cette chaîne, simplement là, on se penche sur des campagnes particulièrement actives en ce moment, des campagnes donc qui sont russes, au passage d'ailleurs pas directement forcément menées par le gouvernement russe, mais parfois par des groupes affiliés, et c'est donc des campagnes qui sont particulièrement intéressantes à analyser. Alors on en parlait déjà il y a 2 mois, l'organisme de l'État français Viginum, chargé de lutter contre les ingérences, donc les interventions numériques étrangères, avait révélé au grand jour un réseau baptisé Portal Combat, en référence donc aux jeux vidéo de combat Mortal Kombat, composé d'au moins 193 sites diffusant de la propagande russe à l'international. On pouvait retrouver par exemple des articles en français sur des événements français, par exemple dans l'actualité ces derniers mois, et nous-mêmes on en a beaucoup parlé, il y a eu évidemment la colère toujours importante des agriculteurs, avec des articles donc qui étaient générés et partagés des milliers de fois ensuite sur différentes versions de sites russes. Et parfois, sur certains de ces réseaux et certains de ces sites, on retrouvait des détournements et des faux reportages qui étaient partagés. On peut prendre l'exemple de cette vidéo censée être publiée par le média Euronews, puisqu'on le voit avec le logo. Une vidéo censée montrer des agriculteurs français en train de déverser du fumier devant l'ambassade ukrainienne à Paris, et ce en réaction à une lettre de l'ambassadeur ukrainien les appelant à mettre fin à leur manifestation. Une lettre, elle aussi, publiée sur les réseaux sociaux. Sauf que, en réalité, tout est faux, c'est-à-dire que les images en soi, c'est des vraies images, mais les agriculteurs qu'on voit sur la vidéo, ils ont déversé du fumier non pas devant une ambassade ukrainienne, mais devant un bâtiment en France, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. D'ailleurs, on peut noter que la vidéo date du 15 décembre 2023, où il y avait déjà une colère des agriculteurs, mais c'était pas dans la période qu'on évoque à ce moment-là qui était plus récente. Même chose pour la lettre du soi-disant ambassadeur ukrainien, il s'agit d'un faux document, puisque la signature de l'ambassadeur ne correspond pas. Et donc là, c'est un bon exemple qui permet de montrer 2 éléments, à la fois une volonté d'attiser des tensions internes au sein du pays et aussi de monter une forme de colère contre le gouvernement ukrainien avec donc ces faux documents qui sont transmis. Et en l'occurrence, cette forme de désinformation, elle continue encore en ce moment et notamment à l'approche des Jeux Olympiques à Paris. Cette fois-ci, c'est la chaîne TF1 qui a été prise pour cible. En gros, l'identité de la chaîne de télévision a été usurpée pour faire croire un soi-disant reportage sur un effondrement économique des Jeux Olympiques avec soi-disant des sponsors comme Spotify ou Lego qui lâcheraient l'organisation. Sauf que là aussi, c'est totalement faux. Le média français RFI a contacté le comité d'organisation des JO, mais aussi d'ailleurs les marques en question. Et ces marques n'ont jamais été sur la liste des sponsors des Jeux Olympiques. Bref, là aussi, il y a un détournement de logos de médias connus pour donner l'impression et diffuser donc des fausses informations. Alors, comment est-ce que tout ça est propagé? On va aller assez rapidement là-dessus, mais souvent, ça apparaît sur des canaux Telegram, donc cette messagerie cryptée qui est très populaire, pas que en Russie d'ailleurs, elle est aussi très populaire aujourd'hui en France. En général, donc, c'est des choses qui apparaissent sur des canaux sur Telegram pro-russes avant d'être ensuite
repris sur d'autres réseaux sociaux davantage populaires, par exemple sur X. On retrouve ensuite ces fameux reportages sur des sites internet dont je vous parlais à l'instant et qui relaient massivement certains éléments. Et au passage, c'est ce qui fait que c'est assez difficile de comprendre l'origine précise de telle ou telle désinformation, parce que parfois c'est des groupes affiliés à des États, parfois c'est simplement des militants, parfois c'est un mélange de tout cela. L'origine n'est jamais forcément évidente donc à repérer. Bon, depuis tout à l'heure, on parle surtout de médias, mais ces dernières semaines, cette campagne, elle a aussi visé directement le ministère français des Armées. En gros, il y a un site qui est tenu par le ministère des Armées qui s'appelle s'engager.fr, et en l'occurrence, ce site a été copié et détourné sous un autre nom, s'engager-ukraine.fr. Et ce faux site, créé début mars, affirmait que la France allait former 200 000 soldats qui seraient envoyés en Ukraine en échange de plusieurs avantages, comme un salaire de 5 000 € par mois et une prime d'1 million d'euros à la famille en cas de décès. Sauf que un tel engagement de soldats français en Ukraine est complètement faux. Alors attention, là il faut être extrêmement précis. Le président français, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, a déclaré qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Ça, en l'occurrence, c'est factuel, c'est quelque chose qu'il a effectivement déclaré. Pour autant, il n'y a pas de plan d'envoi massif de troupes en Ukraine qui a été engagé. Et donc là, en l'occurrence, on a un faux site internet qui vise à donner l'impression qu'un tel plan d'envoi massif a été engagé. Et par ailleurs, il y a des mentions intéressantes qu'on peut noter. Par exemple, sur le site, il est noté qu'une priorité est donnée aux candidatures de personnes immigrées. Là aussi, évidemment, c'est une information qui est totalement fausse, parce que le site là est faux. Mais là où c'est intéressant de voir cette mention, c'est que c'est une mention qui vise justement à attiser une forme de tension interne au sein du pays. En effet, cette mention de priorité pour les personnes immigrées, ça peut être vu de différentes façons selon votre vision sur le sujet ou votre positionnement politique. En effet, certaines personnes peuvent voir ça comme le fait d'envoyer des personnes immigrées comme de la chair à canon directement sur le front, tandis que d'autres peuvent penser que c'est une forme de priorité qui est donnée aux personnes soi-disant immigrées plutôt que donc d'autres personnes sur ces emplois. Bon, et de la même façon, il y avait sur le site un formulaire de prise de rendez-vous ou de demande de contact que les services spécialisés soupçonnent d'être une technique de phishing. Donc c'est une technique d'escroquerie qui vise à récupérer des informations personnelles. Ce qu'on voit donc, c'est que ces tentatives de désinformation, elles peuvent prendre différentes formes, et en l'occurrence, on est dans un contexte, pas seulement en France d'ailleurs, mais à l'échelle européenne, où il y a forcément ces élections européennes qui se tiendront le 9 juin. Ces campagnes pourraient donc se multiplier dans les prochains jours, dans l'objectif de pousser certaines visions politiques. Ça me semblait donc intéressant d'analyser tout ça aujourd'hui. Je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu qui concerne la situation à Gaza. Le Hamas n'aurait pas 40 otages remplissant les critères pour accepter l'accord de trêve avec Israël, selon plusieurs médias américains comme CNN et le New York Times. Cet accord de trêve prévoit notamment un cessez-le-feu de 6 semaines à Gaza et la libération de 42 otages retenus à Gaza, dont toutes les femmes, 5 soldates, les malades et les hommes âgés, en échange de 800 à 900 Palestiniens incarcérés en Israël. Mais le Hamas aurait donc expliqué ne pas avoir 40 otages vivants qui répondraient à ces critères, laissant penser qu'il pourrait y avoir plus d'otages morts que ce qui est estimé pour le moment. Selon les dernières estimations d'Israël, sur les 129 otages encore retenus par le Hamas, 34 seraient morts. À noter au passage que parmi les otages retenus à Gaza, 3 sont français. Autre info, le ministère français des Affaires étrangères a appelé ce vendredi les Français à, je cite, s'abstenir de se rendre en Iran, en Israël, au Liban et dans les territoires palestiniens. Cela fait suite aux menaces de l'Iran de frapper Israël, qui est accusé d'avoir frappé le consulat iranien à Damas, en Syrie, il y a une dizaine de jours. Deuxième actu, en France, des températures exceptionnelles pour la saison sont à nouveau attendues ce week-end, selon Météo France, avec notamment une première journée de chaleur à Paris. Le week-end dernier, les températures avaient déjà dépassé de 10 degrés les normales de saison en métropole, et ce week-end, il devrait faire 24 degrés à Rennes, 25 degrés à Paris, Biarritz et Bordeaux, 26 degrés à Montpellier et 27 degrés à Tarbes par exemple. À noter que ces températures estivales devraient baisser dès lundi. Troisième actu, ce jeudi, le Sénat a adopté à l'unanimité un plan national de lutte contre le frelon asiatique. Le frelon asiatique, c'est une espèce invasive qui détruit environ 20% des ruches d'abeilles chaque année en France métropolitaine. C'est donc une menace pour la biodiversité, mais aussi une menace sanitaire et économique. Et oui, les dégâts provoqués par le frelon asiatique coûtent 12 millions d'euros par an en France. L'objectif de ce plan, c'est donc de capturer les reines fondatrices des colonies de frelons pour empêcher la création de nids dont la destruction coûte très cher. Le plan prévoit aussi des
indemnisations pour les apiculteurs qui possèdent au moins 50 ruches et l'obligation pour les particuliers de signaler tout nid de frelons. Quatrième actu, toujours en France, une mission d'inspection sur les violences sexuelles dans les armées va être lancée. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Armées Sébastien Lecornu ce vendredi dans une tribune publiée dans Le Monde. Cette annonce fait suite au témoignage d'une ancienne militaire de la Marine nationale qui a dénoncé fin mars les agressions sexuelles qu'elle a subies. Suite à ça, plusieurs militaires ont partagé leur témoignage pour dénoncer les violences sexuelles dans les armées françaises. Alors l'objectif de cette mission, qui rendra son rapport fin mai, c'est d'améliorer la prise en charge des victimes, d'analyser le traitement disciplinaire et la cohérence des sanctions contre les agresseurs et de renforcer les mesures de prévention. Par ailleurs, on peut lire dans la tribune que désormais, dès qu'il y aura une importante suspicion de viol ou d'agression sexuelle, la personne mise en cause sera suspendue de ses fonctions. À noter qu'en 2023, 226 signalements pour violences sexuelles ou sexistes dans les armées ont été recensés. Cinquième actu, au Vietnam, la patronne d'un géant de l'immobilier a été condamnée à mort pour une fraude bancaire équivalente à 25 milliards d'euros ce jeudi. Pour que vous vous rendiez compte, c'est l'équivalent de 6% du PIB du Vietnam en 2023, le PIB correspondant à toutes les richesses produites par un pays en un an. Alors concrètement, cette femme a escroqué 42 000 personnes entre 2012 et 2022 via un millier de sociétés fantômes, donc des sociétés sans activité réelle et qui sont créées pour des motifs illégaux, mais aussi en volant l'une des plus grosses banques vietnamiennes. Donc après un procès qui a duré 1 mois et pour lequel elle comparaissait en présence de 85 autres accusés, elle a été reconnue coupable de 3 crimes: corruption, violation de la réglementation bancaire et détournement de fonds. À noter que le recours à la peine de mort est régulièrement utilisé dans des affaires liées à la drogue au Vietnam, mais ça reste rare pour des délits ou des crimes économiques. Sixième actu, TikTok a lancé TikTok Lite, une nouvelle application qui permet d'être rémunéré en bons cadeaux Amazon pour regarder des vidéos lorsque l'on est majeur. L'entreprise chinoise ByteDance, qui est propriétaire de TikTok, a expliqué que grâce à cette application, il est possible de collecter des points en regardant des vidéos et en réalisant certaines actions. Ces points peuvent ensuite être transformés en bons cadeaux ou utilisés pour soutenir des créateurs en leur envoyant des cadeaux virtuels. D'après le Figaro, on peut par exemple gagner 4200 points en regardant au moins 25 minutes de vidéo et 150 points en suivant 3 créateurs. Tout en sachant que 10 000 points, ça équivaut à 1 euro. Alors face à ça, l'association e-Enfance, qui protège les mineurs sur internet, craint que des mineurs utilisent cette application et estime dans Le Monde que ByteDance envoie, je cite, des injonctions très contradictoires par rapport aux récents messages de prévention sur le temps d'exposition aux écrans. Et on finit avec une bonne nouvelle. En France, les fauteuils roulants seront intégralement remboursés avant la fin 2024. C'est ce qu'ont assuré ce jeudi les ministres en charge de la santé et du handicap, Catherine Vautrin et Fadila Khattabi. Aujourd'hui, le prix d'un fauteuil manuel peut atteindre jusqu'à 10 000 euros et 50 000 euros pour un électrique. Alors on connaît pas encore le montant que le gouvernement va mettre dans l'enveloppe consacrée à cette mesure, mais l'objectif c'est donc qu'elle soit prise en charge par l'assurance maladie et les complémentaires santé pour que les usagers n'aient rien à payer. En France, 1 million de personnes ont besoin d'un fauteuil roulant, dont une majorité de personnes âgées. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Ce week-end, pour plus d'actualités, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à lundi.